De tout et de rien présente Histoire de tout, histoire de rien. Votre émission d'histoire, présentée par Marc. L'intervenant du jour, Franck. Ce soir, la Champagne, un comté fortuné à la succession difficile. Bonsoir à toutes et à tous, les auditrices, les auditeurs, tout le monde. Vous écoutez un nouvel épisode de Histoire de tout, histoire de rien, votre émission favorite d'histoire. On essaye de se réchauffer le cœur et l'âme en parlant un petit peu d'histoire aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler champagne. Alors non pas la boisson, même ça pourrait être intéressant. On va parler un petit peu du comté de Champagne au XIIIe siècle. On parle pas du fromage. Du fromage de Champagne. Moi, je connais Non, que la- le comté. Ah, le comté. Ah putain, Ouais. merde. Waouh, j'ai loupé la blague. Oh, c'est nul. Oh là là, quel enfer. Blague de daron. On laissera Allez, ça hop. au montage, bien Allez. évidemment. Oui, parce que du coup, la Champagne, c'est pas une boisson. Le comté de Champagne, bon, je vais reprendre ta blague, ce n'est pas du fromage. En réalité, c'est une région qui se situe à la frontière nord-est du royaume de France, à la croisée de la Francie occidentale et de la Lotharingie et du royaume de Burgonde. Cette position en fait un espace stratégique soumis à des influences multiples et à des luttes d'autorité entre seigneurs locaux et rois. Avant le Xe siècle, la région n'existe pas en tant qu'entité politique du comté de Champagne, elle est composée de petits territoires, de seigneuries, hérités de structures carolingiennes et mérovingiennes. Les villes principales, comme Troyes ou Bar-sur-Aure, Bouchalon, sont déjà des centres locaux, mais leur pouvoir politique est assez limité et fragmenté. Économiquement, la région reste essentiellement rurale, avec donc des villages agricoles et quelques marchés locaux. Les voies de communication commencent à se structurer, notamment grâce au suivi des anciens tracés de routes romaines qui vont du coup constituer des axes commerciaux. Donc le comté de Champagne va naître réellement au Xe siècle dans le contexte des grandes mutations du royaume de France. Initialement donc territoire dépendant des Carolingiens, il va devenir un véritable comté autonome au sein du domaine royal par l'action des premiers comtes de Troyes puis de Champagne, issus donc de la dynastie des Robertiens et des comtes de Blois. Alors les Robertiens, souvenez-vous, ce sont en réalité les... c'est les Capétiens, c'est ça, tout à fait. C'est juste qu'ils ont changé de nom. Parce que les Carolingiens, c'est les Pipinides. Ça fait chier toutes ces dynasties qui décident de changer de nom en cours de route à chaque fois. Bref. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Champagne est une région qui est économiquement assez forte, notamment surtout grâce aux foires de Champagne, qui sont célèbres dans toute l'Europe. Elles attirent marchands italiens, allemands, flamands et anglais. Ces foires ne sont pas seulement des marchés, elles sont de véritables centres financiers où l'on pratique l'échange de lettres, de change, de crédit, de monnaie, etc. L'origine de ces foires semble remonter à l'époque mérovingienne, voire même en 427, selon en tout cas les écrits de Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont-Ferrand. Écrits qu'il adressait d'ailleurs à l'évêque Saint-Loup de Troyes. Elles sont en tout cas beaucoup plus anciennes que l'établissement de la monarchie française du XIIIe siècle. Donc, au XIIe et au XIIIe, alors que s'amorce la révolution commerciale, les routes qui s'étendent jusqu'à Byzance fournissent l'Europe en produits de luxe, épices, tissus, produits artisanaux, qui s'échangent en particulier donc dans les foires qui se sont multipliées en Europe occidentale. À partir du XIIe siècle, les foires de Champagne deviennent un centre d'échange et de commerce mondialement connu, permettant d'attirer les plus importants marchands d'Europe, des Flandres à l'Italie. Les organisateurs des foires mirent en place une administration spéciale dès 1170, dirigée par 2 maîtres ou gardes et un chancelier tenant sous leurs ordres des lieutenants, des sergents, des notaires qui maintiennent l'ordre et la justice dans les foires. Des loges où l'on apportait des bancs qu'on éclairait le soir servaient à recevoir les magistrats, les plaideurs. L'abbaye de Clairvaux, située à proximité, jouissait également d'un grand prestige, à la fois comme centre religieux de la chrétienté et aussi pour ses bons offices dans la résolution de différends entre marchands. Dès 1147,
Le garde des foires veille au respect des bons usages commerciaux en s'appuyant sur la loi. Il est garant pour le compte du cadre juridique permettant de protéger efficacement et rapidement les participants. Ces gardes-foires ont notamment pour mission de s'assurer que les sommes dues sont acquittées, que le poids et les mesures sont corrects et que les individus malhonnêtes sont exclus des foires. Au XIIIe siècle, les gardes tiennent le même rôle que les notaires, donnant la sanction d'autorité comptable aux actes de droit privé relatifs aux transactions et aux créances. Dans la seconde moitié de ce siècle, ils se dotent eux-mêmes de notaires et de procureurs pour faire face à l'accroissement du volume des affaires, charge d'autant plus lourde que le même personnel va de foire en foire. Thibaut II le Grand institue en 1137 le, je cite, conduit des foires, permettant à tout marchand molesté ou lésé d'en appeler à la justice du comte de Champagne, quel que soit le pays où il se trouve, afin d'obtenir réparation. Il est renforcé par le conduit royal, accordé par le roi de France Philippe Auguste en 1209, qui élargit encore le rayonnement des foires de Champagne. Celles-ci forment désormais un ensemble cohérent, qui attire donc de plus en plus de marchands à ses portes. De manière générale, le conduit de foire est un sauf-conduit délivré par le seigneur de la foire ou par les seigneurs ou les villes qui se trouvent sur le chemin des marchands. Ils fournissent une protection pour garantir la traversée de leur territoire. Une foire peut donc se définir ainsi comme une réunion de marchands qui se rencontrent volontairement dans un lieu fixe à des intervalles périodiques pour vendre et acheter. Ces foires peuvent donc être ouvertes à tous ou réservées à des professionnels. Au XIIe siècle, des foires annuelles se tenaient dans une douzaine de villes de Champagne. 4 d'entre elles organisent alors un cycle permanent de 6 foires réparties sur l'année, dont l'accès est garanti par le conduit du comte de Champagne. L'originalité de ces foires est sans doute de former un cycle équilibré et continu tout au long de l'année. On parle de foires chaudes en été et de foires froides en hiver. Par exemple, du 2 au 15 janvier, on va avoir la foire des Innocents sur Lagny-sur-Marne. Avant la mi-carême, jusqu'au dimanche de la Passion, on va avoir la foire de Bar-sur-Aube. Pendant la semaine de la Passion, on va avoir la foire de la Sésame, etc., etc. On a bien sûr une foire d'avant Noël, etc., etc., etc. En moyenne, les foires vont durer de 3 à 7 semaines. Un calendrier très précis a fini par être établi. Chaque foire comporte 8 jours d'entrée en franchise, 10 jours de vente du drap, 15 jours de paiement. Environ une semaine avant la véritable fin de la foire, la vente s'arrête pour permettre aux marchands de régler leurs affaires et de solder leurs comptes. Le cycle des grandes foires de Champagne crée des conditions idéales d'un commerce international s'étendant sur toute l'année et parallèlement favorise le report des dettes d'une foire à l'autre par l'intermédiaire des changeurs souvent d'origine italienne ou des Flandres. Ce système de transfert des créances de foire en foire, la multiplicité des monnaies utilisées d'une région à l'autre et l'habitude de régler les dettes par compensation entraînent l'émergence d'un secteur financier organisé au sein duquel les communautés juives et florentines, que l'on surnomme les Lombards, vont jouer assez vite un rôle essentiel. Conscients de leur importance pour le développement de l'économie locale, les comtes de Champagne ont soutenu dès le début du développement des foires dans leur province, en particulier celles des communes de Troyes, Lagny, Bar-sur-Aube et Provins. Les comtes qui ont le droit d'organiser les foires privilégient les villes au sud. Ainsi, entre 1095 et 1136, les foires des villes de Provins-Troyes sont privilégiées au détriment des villes du nord et de l'est jugées moins favorables. Les comtes de Champagne comprirent aussi que les marchands étrangers devaient trouver en Champagne un espace marchand attractif, unique en Europe, à la fois international et sûr. En comparaison, les autres places économiques européennes offraient un accès moins pratique, des taxes et des péages, qui faisaient de la Champagne une zone à faible fiscalité, propice donc au développement du commerce. Ils ont même été jusqu'à se créer un denier provinois. En tout cas, c'est le comte de Champagne Thibaut II qui l'a créé et qui va du coup devenir une monnaie de référence dans les foires de Champagne. Le succès des foires de Champagne n'est pas seulement dû à leur situation géographique ou à la spécialisation de la région dans le textile. Le succès est surtout en fait dû aux volontés éclairées des comtes qui, en déterminant le cycle perpétuel des foires, se comportent à la fois en politique et en hommes d'affaires. Avant bien d'autres, ils comprirent que tout seigneur voulant attirer des marchands à sa foire devait commencer par y assurer la paix du marché. Les marchands avaient donc des garanties de la part des comtes, les fameux droits des foires, ce qui explique qu'ils aient privilégié les foires de Champagne car elles garantissaient un environnement de droit propice et donc une bonne marge au niveau des affaires.
Par exemple, au niveau de ces droits, on va avoir la suppression en faveur des marchands du droit de représailles pour les délits commis ou les dettes contractées, la suppression du droit d'aubaine qui suspend les actions judiciaires pendant la paix des foires, la suppression de l'interdiction du pape à l'usure et la suppression du droit de marque. Le droit des foires, adossé donc au droit commun, reconnaissait aux foires une situation privilégiée et la nécessité de rendre justice équitablement et sans tarder. L'Église catholique n'assiste pas aux foires du Moyen-Âge. Le calendrier liturgique règle celui des affaires. L'Église est présente dans l'économie du foire à travers le rôle qu'elle tient par exemple pour rendre justice dans les abbayes ou apporter soin aux malades. Elle encadre aussi la pratique du crédit par l'interdiction du prêt portant intérêt, ce qu'on appelle l'usure. Cette interdiction vise à bannir les prêts d'argent à taux exorbitants. Et elle est contournée par les marges prises sur les différents de change et les contrats d'assurance attachés à la livraison des marchandises. L'abbaye de Clairvaux, fondée à proximité des foires dans le Val d'Absinthe en 1115 par Bernard de Clairvaux, connaît grâce aux foires justement un extraordinaire rayonnement. Elle devint, grâce à la personnalité de Saint Bernard, l'un des centres culturels de la chrétienté, ce qui lui donne un rayonnement spirituel considérable. Elle devient un modèle diffusé dans toute l'Europe. En 1153, Clairvaux compte déjà 169 abbayes filles, et elle en compte 530 dans toute l'Europe à la fin du Moyen-Âge. Ce qui nous montre vraiment que l'économie des foires de Champagne va permettre un rayonnement tout autour d'elle. Les foires de Champagne, au Moyen-Âge, ont donc un immense rayonnement international, comme nous l'avons vu. Au XIIIe siècle, l'organisation de ces foires quasi permanentes est remarquable, tout comme leur rayonnement international. Tout est fait pour faciliter les échanges. Par exemple, des drapiers flamands ont dans les foires leurs tentes où ils se regroupent par ville et exposent leurs tissus. Des clercs de foire chevauchent sans arrêt entre la Champagne et la Fronde pour assurer la correspondance entre les marchands. Pour les marchands étrangers qui se retrouvent dans les foires, les différences de culture et de pratique et les barrières linguistiques peuvent compliquer le commerce. Le brassage de ces différences favorise leur compréhension et l'adoption de pratiques communes. Les marchands étrangers construisent des maisons, des établissements dans les villes étrangères pour y être reçus à leur aise et pour assurer leur protection. Il existe par exemple à Troyes une maison des Allemands, ou une maison de Barcelone, de Genève, de Valence. Ces maisons sont entretenues par les marchands étrangers qui ont ainsi leur propre auberge, leur propre hôtellerie. L'une des plus importantes organisations de marchands était la Hanse des 17 villes, ou Hanse de Londres, fondée autour de 1230. Elle avait été initialement constituée par des marchands des grandes villes de Flandre. Des villes produisant du drap en Champagne, comme Reims ou Châlons-sur-Marne, mais aussi des régions de production en étaient membres. Cette organisation n'était pas qu'une hanse au sens classique du terme, c'est-à-dire une union de différentes villes, c'était l'ébauche d'une guilde ou d'une organisation professionnelle ayant pour principal souci de coordonner le commerce et la vente du drap dans les foires. Au début du XIIIe siècle, l'apparition des universitas formées à l'origine par des marchands italiens de la même ville natale va ajouter une dimension à l'organisation marchande. Celles-ci étaient organisées comme des villes avec leur propre autorité, administration et juridiction. Alors formait un consul représentait notamment les membres de la communauté en cas de litige avec le roi de France. Des banquiers siennois se retrouvent ainsi à Provins à partir de 1230 où ils se regroupent dans une organisation de ce type en 1246. Des associations communautaires de ce type existaient toutefois déjà chez des marchands de Bologne, de Milan, de Florence, de Gênes, de Rome ou de Venise. Les commerçants du Languedoc et de Provence, qui se retrouvent régulièrement dans les foires de Champagne, s'organisent également selon un mode proche des associations des marchands italiens. Depuis le XIIe siècle, le règlement des transactions n'était plus effectué en espèces, mais elles étaient fréquemment soldées donc par des lettres de change, celles-ci permettant le règlement d'une créance dans une autre place et dans une autre monnaie. Le nombre des opérations de crédit de change augmenta au milieu du XIIIe siècle dans les foires de Champagne, de sorte que les paiements par virement supplantaient bientôt les paiements en espèces dans les foires. La lettre de change combine 3 opérations, transfert de fonds, crédit et change. Les marchands italiens, souvent d'origine flamande ou génoise, y jouaient un rôle essentiel en contribuant à établir le cours d'échange de gré à gré des différentes monnaies en circulation. Les grandes compagnies marchandes de Flandre, de Sienne, de Plaisance entretenaient en Champagne des représentants qui échangeaient avec leurs maisons des messagers auxquels ils confiaient des contrats de change et des informations commerciales.
La seconde moitié du XIIIe siècle peut être considérée comme l'apogée des foires de Champagne avant leur déclin au début du siècle suivant. Vers la fin du XIIIe siècle, des raisons politiques et le développement de nouvelles routes commerciales mettent fin à la primauté des foires champenoises. Les nouvelles routes des Alpes suisses par le col de Saint-Gothard ou de Saint-Plon relient l'Italie du Nord au pays rhénan. Et surtout, de nouvelles routes maritimes permettent aux Italiens un accès plus sûr, plus rapide et moins cher à Bruges dès 1297. La recrudescence des conflits militaires en Europe en général et dans la région de Champagne en particulier après les années 1280 y est pour beaucoup. Ces problèmes de sécurité favorisent les transports maritimes qui, bien que plus lents et moins réguliers, deviennent préférables aux routes terrestres. Lyon reste encore la place financière dominante en France, mais le prestige de Paris s'accroît. Le petit commerce se sédentarise et les grands marchands cherchent à relier plus directement les points de production et de distribution à travers les ports. Le progrès de la navigation permettant de considérables gains de productivité. Les foires de Champagne régressent donc après 1300, d'autant que la concurrence d'autres foires régionales s'accroît, et que l'alourdissement de la fiscalité pesant sur les marchands rend la place moins attractive. Enfin, le mariage de Jeanne de Navarre, comtesse et héritière de Champagne, à Philippe le Bel en 1284, scelle le rattachement du comté de Champagne à la France, et les priorités politiques changent. La Champagne, jusque-là de facto indépendante, perd son autonomie, et le roi de France trouve dans les caisses bien remplies de cette riche province, de nouvelles ressources fiscales et le moyen de financer ses guerres dynastiques à bon compte. Les guerres franco-flamandes, puis la guerre de Cent Ans portent un coup fatal aux foires champenoises. Et, au XIVe siècle, après les ravages des guerres et de la peste noire, les cités-États d'Italie sortent économiquement vainqueurs de cette épreuve. Et c'est donc la fin des foires de Champagne. Voilà pour un petit résumé un peu rapide sur les foires de Champagne, surtout pour montrer d'une certaine manière que la Champagne, c'est pété de thunes en fait. Parce que c'est surtout ça dont on va parler aujourd'hui, c'est de la Champagne certes, mais on va parler d'une crise qui a eu lieu en Champagne au XIIIe siècle, une crise de succession. Et souvent quand il y a crise de succession importante, c'est qu'il y a de la moulaga qui est un petit peu derrière, si je puis dire. Toi de ton côté, Franck, du coup tu as regardé un petit peu ce sujet. Vite fait, est-ce que tu pourrais nous résumer rapido la crise? Mais juste un petit. Ah oui, vas-y. On va essayer de faire un parallèle entre ton sujet et le sujet du jour. Ouais. La première chose, peut-être, c'est que tu as évoqué, mais je vais prendre 2 secondes pour insister dessus. Ouais. C'est l'internationalité des échanges au Moyen-Âge. C'est vrai que les gens pensent toujours, quand on pense Moyen-Âge, à des paysans enfermés dans leur champ, où personne n'en sort jamais à part un marchand qui aurait le courage de prendre la route sur sa charrette. Tout ça pour se faire harceler 26 fois en route par des bandits. C'est une image qui est quand même très très fausse des échanges commerciaux et des échanges tout court, à travers toute l'histoire d'ailleurs, mais en ce qui nous concerne aussi au Moyen-Âge. Pour être clair, il y a énormément d'échanges internationaux avec des réseaux qui traversent la moitié du monde connu. L'un des exemples phares que j'avais eu l'occasion d'étudier en cours, c'est le transfert des monnaies, le transfert de l'argent et de l'or. Parce que si vous regardez un petit peu les cartes historiques des minerais en France, vous verrez qu'on n'a pas des quantités ahurissantes d'or et d'argent en termes de minéraux. On en a quelques-unes, pas très loin de là où nous nous trouvons, très cher Marc. La ville de l'Argentière, ouais. connue pour ses mines d'argent. Mais même celles-ci sont finalement de faibles dimensions en comparaison de ce qui peut se faire ailleurs, notamment de certaines mines d'or dans ce qui est aujourd'hui la Slovaquie ou la République tchèque. Je ne sais plus dans quel des 2 pays elle se trouve, mais qui à l'époque sont sous domination un temps tchèque, l'argent sous domination tchèque et l'or sous domination hongroise. Il y a aussi, déjà ça fait une distance quand même, il faut traverser tout le Saint-Empire, mais il y a aussi beaucoup d'importations depuis l'autre côté de la Méditerranée. Depuis les réseaux d'échange venus du Maghreb, venus d'Égypte, voire venus parfois d'Afrique subsaharienne. Il y a de très très grands réseaux d'échange qui sont capables de transporter des marchandises sur de très longues distances, de main en main.
Et on est sur un monde qui, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, ne se vit pas comme renfermé. On est sur des espaces qui se connaissent, qui se côtoient et qui s'influencent les uns les autres. Et en fait, la guerre de succession de Champagne, elle est pile dans cette idée-là d'interconnexion des espaces. Ouais. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, à l'origine de ce conflit, il y a la troisième croisade. Lorsque celle-ci se monte, elle se prépare avec Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, et avec un autre personnage qui est pour le coup très peu connu, euh, qui s'appelle Henri II de Champagne, et qui est en fait le neveu de Philippe II Auguste et Richard Cœur de Lion. C'est le fils de Henri Ier et de Marie de France. Marie de France C'est ça. qui est la La fille fille de Louis VII, roi de France, et d'Aliénor d'Aquitaine, qui va divorcer, se remarier avec Henri de Plantagenet et donner naissance à Richard Cœur de Lion et à ses frères. Donc, Henri II de Champagne, déjà, c'est d'un point de vue du statut, c'est pas n'importe qui. Le gars est neveu de deux rois quand même. Ouais. Ça aussi, c'est un autre truc qui est très important à comprendre sur le Moyen-Âge, c'est l'interconnexion des élites. Et oui, bah oui. Les mariages, les relations familiales sont très très importantes pour comprendre les relations politiques au Moyen-Âge. Elles font et défont beaucoup de choses, et c'est d'ailleurs un peu le sujet de cette guerre de succession. Donc notre brave Henri II décide de partir en croisade, et avant de partir décrète que, vu qu'il n'a que 3 filles, son héritier sera son frère, qui deviendra Thibaut III de Champagne. Donc il hérite du comté de Champagne, non pas parce que son frère est décédé, mais parce qu'en fait son frère Henri II devient roi de Jérusalem. Et ouais. Il est choisi comme roi de Jérusalem, notamment pour un peu comme entre deux, justement parce qu'il est neveu et du roi d'Angleterre et du roi de France, et que les deux se disputent quant à savoir qui sera le roi de Jérusalem. Pas qu'ils le revendiquent pour eux-mêmes, mais ils ont tous les deux des partisans en Terre Sainte, et chacun veut que son favori Et oui. à la couronne. Henri II devient donc un peu un intermédiaire évident. Effectivement. Un peu du coup, c'est son frère qui récupère le comté de Champagne au détriment des filles d'Henri II, puisqu'on l'a dit, Henri II n'a pas eu de fils, mais il a eu 3 filles. Alors une qui est décédée avant de se marier, avant d'avoir des enfants, mais les 2 autres vont pas particulièrement apprécier de s'être fait squeezer de l'héritage. La première qui va poser ses revendications, c'est Philippa, la 3e fille, donc la cadette d'Henri II, et avec son mari Erard de Brienne, vont tenter de récupérer le comté de Champagne. Ils vont partir du coup de Terre Sainte, revenir en France par la mer, remonter la vallée du Rhône, et vont plusieurs fois être empêchés, entre guillemets, lors de leur tentative. Notamment parce que leurs adversaires ne sont pas seulement Thibaut III, mais surtout son épouse, Blanche de Navarre, et son fils Thibaut IV. Thibaut, donc le frère d'Henri II qui est parti en croisade, est décédé assez tôt, en fait, et il a laissé un fils très jeune et sa veuve comme régente. Et oui. Le problème pour la veuve, Blanche de Navarre, c'est qu'il y a aussi beaucoup de conflits en France à ce moment-là. Parce que pareil, hein, on s'imagine les guerres comme la guerre de 100 ans, etc. En réalité, il y a plein de conflits privés entre différents barons de différentes échelles, la couronne, et les alliances sont très mouvantes. Et c'est le cas un peu de ce conflit-là, puisque donc Erard tente de remonter avec sa femme vers le nord pour
aller jusque dans le comté de Champagne et s'emparer de ces biens, ou des biens qu'il réclame. Sauf que Blanche de Navarre, donc la veuve de Thibaut, décide de tout faire pour l'empêcher. Elle le fait arrêter plusieurs fois, notamment au Puy-en-Velay, où il est fait prisonnier. Et à chaque fois, il finit par s'en tirer, alors notamment parce que comme il est croisé lui-même, il est techniquement protégé, puisque le statut de croisé offre une protection juridique. Ok. Donc il est libéré, il se fait des alliés, notamment le duc de Lorraine et le seigneur de Noyer. Il y a plusieurs combats. La dame de Champagne, Blanche, Blanche de Navarre, dame de Champagne, oui, parce qu'il y a plein de les noms Ouais. durs à ralentir. Eh oui. J'espère que vous suivez, chers auditeurs et auditrices. Il y aura le. On mettra sur la version YouTube l'arbre généalogique. Donc Blanche de Champagne, Blanche de Navarre, dame de Champagne, met le siège devant le château de Noyer, mais qui est une grande forteresse qu'elle va pas réussir à prendre. Pendant ce temps-là, un peu avant, Erard a aussi commis du brigandage, puisque en fait, il faut se rappeler aussi que quand on pense à guerre, on pense aussi pareil à des conflits de grande envergure avec des milliers d'hommes, tout ça. Et Ouais. on n'est pas du tout dans ces ordres de grandeur-là. Les guerres privées, elles occupent quelques dizaines à quelques centaines de combattants de part et d'autre. C'est des guerres de toute petite envergure en fait. Et Erard, pour faire fier, pas mieux à dire, pour faire fier Blanche de Navarre et la mettre dans la mouise, il commet ce qu'on appelle du brigandage, ce qu'on appelle des barons, il fait ce qu'on appelle le baron bandit, et il attaque justement les 10 marchands dont tu parlais tout à l'heure qui reviennent des ports de Champagne, pour tenter justement de foutre le boxon et d'affaiblir la position de Blanche. Sauf que, force de se batailler, alors qu'il y a plein d'autres conflits autour entre la couronne de France et ses différents seigneurs, le roi de France, il en a un peu marre. Il est convoqué pour résoudre le problème, sauf que Blanche de Navarre, elle a un atout, entre guillemets, derrière elle, c'est que son fils est héritier comté, on suit entre guillemets, ce qui avait été décidé par son beau-frère Henri II. C'est un mineur. Et donc, elle demande au roi de France de repousser le jugement sur la succession au moment où son fils deviendrait majeur. Le roi de France accepte, et ce qui impose un statu quo. Erard, lui, n'est pas du tout content, parce que ça veut dire qu'il va devoir patienter avec sa femme pendant au moins 10 ans, donc c'est long. Et donc, vu que il y a d'autres, ils ont d'autres bisbilles judiciaires sur des questions de propriété et de vol, il reprend le conflit. Ce qui énerve de nouveau un peu plus le roi de France, il finit par menacer de venir avec son hôte personnel, son armée personnelle, pour régler la question, et les deux vont finir par se calmer et par accepter le status quo. In fine, Philippa et Erard finiront par accepter un dédommagement financier en échange de la reconnaissance de la propriété à Thibaut IV. Ok. Alors vous allez vous dire, là déjà, c'est une bonne guerre de succession, une bonne guerre privée, il y a bien le bordel. Sauf que, comme je vous l'ai dit, Henri II, il a eu 3 filles. Une qui est décédée avant de pouvoir faire quelques préventions, que ce soit qui était l'aînée. La cadette, qui a donc accepté avec son époux de céder contre argent sonnant et trébuchant ses droits sur la couronne de Champagne. Et du coup, il reste la Benjamine. Alice de Champagne, qui est la deuxième fille donc d'Henri II. Et qui accessoirement est la veuve d'Hugues Ier de Lusignan, roi de Chypre. Ouais, c'est ça, elle est reine de Chypre. Un des individus qui est quand même les plus influents dans les royaumes latins d'Orient. On appelle aussi royaume croisé. Elle se remarie avec Bohémond d'Antioche, pareil, un autre personnage très important. Elle s'en sépare à cause de la consanguinité.
Et elle décide de revendiquer, elle aussi, la couronne de Champagne. Elle a un peu de chance, entre guillemets, puisque plein de barons français sont de nouveau en opposition avec le roi de France et avec la Blanche Blanche de Navarre, de Navarre qui... Non, Blanche de Castille. de Castille pour le coup. Pour le coup, c'est plus la même, c'est Blanche de Castille. Qui est la reine. Qui est la régente. La régente, c'est ça, oui, tout à fait. La régente de France, qui est plus la régente de... Parce qu'entre-temps, Thibaut IV est devenu... Comte de Champagne. Son nom, comte de Champagne. Tout à fait. Mais lui, il soutient la régence Blanche de Castille. Du coup, elle va profiter de ces inimitiés, de ce bordel, pour tenter, elle aussi, de reprendre en main le comté, sauf qu'elle met énormément de temps en fait à faire la traversée et à remonter depuis l'autre côté de la Méditerranée et à remonter jusqu'au comté de Champagne. Et en fait, le temps qu'elle arrive, les barons français ont fait leur soumission au nouveau roi Louis IX, et du coup, elle se retrouve avec peu de soutien. Elle va quand même obtenir en compensation 40 000 livres tournois et un domaine de 2000 livres tournois de revenus. Donc une belle petite somme, qui d'ailleurs n'est pas sans conséquence sur le comté de Champagne, puisque du coup le Thibaut IV, le quatrième des Thibauts, sera obligé de revendre à la couronne de France plusieurs possessions dans ses propriétés en Champagne pour pouvoir payer et pour pouvoir assurer cet arrangement. Alors déjà, ça nous dit quand même, tout ce bordel finalement nous montre aussi beaucoup de choses, c'est que contrairement à une autre idée reçue, les femmes ont un pouvoir politique au Moyen-Âge. C'est vrai que pareil, on a tendance à s'imaginer le Moyen-Âge, les femmes n'existent pas, c'est un monde d'hommes exclusivement. C'est faux, et en beaucoup de points. Les hommes ont un peu le privilège de la violence, et donc des forces armées, au Moyen-Âge. Mais ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas de rôle politique. Et ça nous est montré, alors d'abord par Blanche de Navarre, la mère de Thibaut IV, qui réussit à vaincre lors de la première guerre de succession de Champagne. Ça nous est montré par Blanche de Castille, qui est la régente pour Louis IX, du royaume de France. Et ça nous est même montré par la deuxième perdante du conflit de la succession de Champagne, Alix de Champagne. Puisqu'en fait, après avoir quand même obtenu 40 000 livres tournois, ce qui est une fortune pour l'époque, on lui a pas donné 2 euros quoi. une Toyota 10 ans d'âge et 2 tweets quoi. Ouais. Et bien en fait, Alix de Champagne va retourner en Orient et va devenir la régente à titre nominative du royaume de Jérusalem. Alors c'est un titre, c'est seulement, ça n'a pas très peu de pouvoir réel derrière. Et ça reste un élément important en termes de titulature. Ouais. C'est quelqu'un qui sera donc né en Champagne, qui sera parti pour l'Orient, qui sera devenu reine, puis qui sera retourné en France avant de repartir en Orient. On est très loin pour redevenir reine à nouveau, quoi. Redevenir régente du royaume de Jérusalem. C'est pas rien, quoi. Oui, elle est régente, donc, elle est pas reine, mais oui. Une énorme mobilité, et deux, un pouvoir des femmes qui est réel et qui est conséquent. Ouais. Et le troisième truc, on le disait, c'est les relations interpersonnelles entre les différents individus. Puisque Thibaut IV, comte de Champagne, il a non seulement réussi à s'assurer de ses domaines, donc en France, mais il devient également roi en Navarre, de l'autre côté des Pyrénées. Ok. Au détriment d'un autre héritier, puisqu'à la base, c'était le roi d'Aragon qui était censé récupérer la couronne de Navarre, mais les barons de Navarre lui préfèrent Thibaut IV. Et oui, parce que Thibaut IV, sa mère c'est Blanche de Navarre, donc du coup, il hérite à travers sa mère. Ok. Et les barons le choisirent lui,
Là aussi, hein, autre idée reçue, comme quoi les femmes ne peuvent pas hériter ou seraient automatiquement éjectées. Argument qui est ressorti a posteriori, en fait, après la guerre de 100 ans, pour justifier de ne pas donner la couronne au roi d'Angleterre. Donc c'est récent en En fait. réalité, c'est un truc a posteriori que Ouais. les pairs de France vont utiliser comme argumentaire. Ça n'est pas une vérité légale au Moyen-Âge, du tout. Mm. En réalité, les femmes ont des droits de succession qui sont bien réels et qui entraînent d'ailleurs, comme ici, beaucoup de conflits. Puisque même si elles-mêmes sont vues plus faibles que les hommes d'un point de vue légal, elles peuvent quand même transmettre leurs droits et leurs maris surtout vont pouvoir défendre les droits de leurs épouses. La plus célèbre, hein, bien sûr, c'est Aliénor d'Aquitaine. Bah oui, bien sûr. On fera peut-être un épisode exprès dessus un jour. Ah, ça pourrait être chouette de faire un épisode spécial sur Aliénor d'Aquitaine. Un grand personnage qui nous montre d'ailleurs. Et en fait, Aliénor, c'est un peu l'exemple le plus connu, mais il y a plein de femmes comme ça qui vont avoir un impact politique très réel sur leur vie de tous les jours, sur la vie de tous les jours, Ouais. sur le futur même des alliances, puisque comme Blanche de Navarre a réussi à maintenir son fils Thibaut sur le trône de campagne, que celui-ci devient roi de Navarre, ses descendants, son arrière-petite-fille et héritière, devient reine de Navarre et se marie à Louis X le Hutin, roi de France, faisant rentrer la Navarre Dans le royaume. dans une union personnelle avec la France. Et ouais. Ce qui va avoir en plus d'autres conséquences derrière sur la guerre de 100 ans, qui va avoir aussi des conséquences un peu plus tard sur d'autres conflits avec les royaumes ibériques. Tout ça parce que une alliance matrimoniale. Ouais. Alors si vous voulez un peu vous mindfuck par rapport justement à cette influence des lignées féminines à travers l'histoire, j'ai découvert il y a un an que en réalité il y avait une lignée matrilinéaire qui mettait à l'amende et les Capétiens et les Habsbourg. Ah ouais. Quand on parle dynastie, souvent c'est les deux grandes dynasties les plus connues, Bah celles oui. qui ont donné le plus de rois, Mais en fait, ils sont tous les deux mis à l'amende par la lignée de Dame Gartenda, du Béarn, qui est à la base une petite comtesse des Pyrénées, et dont les descendants ne sont pas moins que la reine Victoria, Ok. l'impératrice d'Elisabeth de Russie, et en fait la quasi-totalité, quand tu regardes les lignées matrilinéaires, la quasi-totalité des reines en France, en Saint-Empire, en Russie, au Royaume-Uni, durant leurs âges d'or, et sont quasiment systématiquement tous de cette femme-là. C'est quoi son nom exact, tu m'as dit? Il me semble que c'est Gartenda du Béarn. Hop, je vais vérifier. Comment ça s'écrit, putain? Senda. Béarn. Il me semble que c'est elle. Je pense que j'ai du mal à orthographier son nom. Tac. Ouais, c'est ça, Non, attends, Parce qu'il y en a beaucoup. Le problème, c'est que t'as un nom qui à l'époque est très. Ça s'écrit comme ça se prononce? Garsenda? Oui. Il me semble que c'est elle. Connecté sur Fort Calquier. Non, c'est Fort Calquier. Ah, c'est Fort Pardon. Calquier du coup. Putain, du coup, Pas big de- up c'est pas à, de- big up à c'est Roman de alors. Fort Calquier. Qui nous avait parlé de Fort C'est, Calquier. la maison de Gartenda de Fort Calquier. De Fort Provence. Calquier, comtesse de Provence. Et ouais. Et cette personne est, quand tu regardes, alors je vais vous mettre le lien de la vidéo d'une question sur laquelle j'étais tombé. C'est assez chouette, que ça permet de voir qu'en fait, quand tu regardes en matrilinéaire, Ouais, elle en donne. patrilinéaire, et ben tu retrouves, voilà, Blanche première de Navarre, tu retrouves, les reines de France. Ah oui, d'accord, ouais.
Catherine, reine consort d'Europe, Anna du Saint-Empire romain germanique, et Anne ouais, de Pologne, Pologne, Espagne. Badass. Marie-Thérèse du Saint-Empire, voilà, l'impératrice Marie-Thérèse, reine régnante, et pas reine consort. Hop. Tac, tac, tac. Dis donc. Les impératrices d'Allemagne et les rois et les reines de Grèce, et bien sûr la reine Victoria. Ok. Donc, quand même pas mal de. Voilà. Ouais, j'avoue le genre de que. succès. Du coup, on a un peu dévié par rapport à juste guerre de succession de Champagne, mais du coup, Ouais, mais c'est intéressant voilà, quand ça même. fait un petit point sur le fait que, en fait, l'histoire médiévale, elle est beaucoup plus large et beaucoup plus intéressante que ce qu'on peut imaginer. Ouais, bien sûr. Et on y retrouve des acteurs qui sont en fait aussi variés qu'aujourd'hui. C'est juste que leur rôle politique et leurs moyens d'action ne sont pas les mêmes, puisqu'il y a une grosse différence entre les sexes au Moyen-Âge, parce que la morale religieuse impose certaines visions du sexe et des rôles qui y sont attribués. Ouais. Ouais, mais comme tu Mais dis, il y a c'est des pas femmes parce que qui tu fais pas la baston réussissent. que ça veut C'est pas ça. dire que t'as pas un pouvoir politique quand même. Et en plus de ça, quand on dit fais pas la baston, peut-être un de ces quatre, pareil, on fera un truc sur les chevaleresses Oui. et les grandes capitaines et grandes guerrières du Moyen-Âge. Parce qu'en réalité, il y a énormément de nobles qui sont battus. Ça peut être De nobles effectivement très femmes intéressant. Ouais. qui se sont battus, qui ont vaincu, qui ont saigné. Voilà. Il y a des pirates, il y a des reines, que ce soit en Bretagne. T'as pas une pirate que ce soit, bretonne, enfin une reine bretonne Océanie. qui a Tout à fait. justement décidé de Dame, devenir pas une reine, mais une noble du coup. ouais, une noble bretonne qui est devenue une pirate absolument infâme sur les côtes de la Manche. Voilà, donc il y a Il y a de quoi faire. il faut retenir un seul truc de cet exposé un peu décousu, c'est que il y a en fait plein de choses à découvrir dans l'histoire médiévale et que les petits détails, juste les mariages entre deux personnes, ça peut foutre en l'air tout un pays. Ah mais là Et c'est ça peut donner des choses très croustillantes parce que là c'est quand même fou la succession de Champagne qui va jusque tout toucher jusque la Jérusalem. Ça te montre vraiment cette interconnectivité qu'il y a. Et moi, c'est ça surtout qui m'a frappé dans le truc quand je me suis un peu renseigné. C'est cette idée que oui, parce qu'il y a croisade, il y a guerre de succession de Champagne, quoi. Et c'est vraiment hyper intéressant à. Surtout, c'est des acteurs, tu te dis, c'est des acteurs qui sont capables d'influencer la politique française depuis le Proche-Orient C'est et ça, ouais. inversement. Ouais. C'est quand même assez fou, quoi. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, petit aparté, petit détail croustillant, puisque le fameux Henri II, qui est à l'origine de tout ce bordel, quand il part en croisade, il est décédé de manière très bizarre, en tombant d'une fenêtre, de la fenêtre de son palais. Alors, il me semble que c'est à Saint-Jean-d'Acre, c'est ça. Ok. Donc, si vous aimez les complots, si vous aimez les trucs à l'Assassin's Creed, Ah bah là il y a quelque chose. là, je veux dire, il s'apprête à envoyer une armée de secours pour aller secourir Jaffa, qui est assiégé par le sultan d'Égypte. Et il tombe malencontreusement de sa fenêtre. Bah ça arrive, il pensait qu'il y avait une vitre et hop, il est tombé. Peut-être pour si jamais il y a des historiens qui veulent faire une thèse et qui nous écoutent, peut-être une enquête policière à mener 800 ans après. Excellent, ok.
Bah super, ouais, C'est ça franchement. qui est chouette avec l'histoire médiévale, c'est qu'il y a plein de trucs croustillants Mais oui, mais c'est ça qui est tous chouette les sens. avec l'histoire tout court même. Mais c'est vrai que l'histoire médiévale et puis elle a cette, elle jouit, enfin elle jouit, c'est pas le bon terme, elle a cette mauvaise réputation comme tu l'as dit au début de cette période où t'as l'impression qu'il se passe rien à part juste des gens qui s'égorgent à tous les coins de rue, si possible dans de la boue avec un temps gris, etc. Et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est pas du tout ça quoi. Et, et c'est dommage d'avoir cette vision là, cette vision terne de cette époque qui veut pas dire grand chose parce que quand ton époque elle dure 1000 ans, au final, qu'est-ce que ça veut dire réellement quoi? Entre le 12e, le 13e, le 5e, le 6e, enfin ça n'a siècle, tout ça, ça n'a rien à voir hein, d'une certaine manière. On l'a vu de toute façon avec Seb t'étais là aussi à ce moment-là, hein, mais on l'a vu, au final on a fait du Moyen-Âge quand on a parlé de la guerre des Goths avec Justinien la dernière fois, donc ça montre bien que c'est pas du tout la même chose entre le début du Moyen-Âge et la fin du Moyen-Âge, et là on est au milieu, entre guillemets, en milieu fin Clairement, même. moi je pense que clairement je suis de l'avis qu'il faudrait couper. Enfin, le terme Moyen Âge en réalité, autant il pourrait recouper quelque chose qui va de Hugues Capet jusqu'à la fin de la guerre de 100 ans. Oui, Mais toute la période en fait avant, donc c'est un peu une période qui du coup se retrouve quasiment ignorée puisque soit c'est le début du Moyen Âge, soit c'est l'Antiquité tardive, alors que les périodes carolingiennes et mérovingiennes ont bah leur c'est ça, propre ouais. développement tout aussi sympa et elle se retrouve un peu noyée du coup dans un univers de imaginaire qui est déjà pas terrible en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Comme tu le C'est dis, encore plus ignoré. Euh, Quand tu parles croisade, là forcément, genre, voilà, les croisés qui partent. En réalité, qu'en fait, les croisades, c'est pareil, c'est un univers qui est pas isolé, qui est pas coupé de l'Europe, qui est pas, c'est pas juste des types qui décident d'un seul c'est pas coup comme si t'allais sur de Mars quoi mettre en un fait. tabar blanc avec une croix rouge, pas du Ouais. tout. Euh, voilà, enfin, on est sur du pèlerinage armé, on est sur des gens qui veulent aller chercher de la gloire et rentrer à la maison. Euh, on est sur des gens qui espèrent se tailler un bout de gras euh, sur le dos de voisins affaiblis. Euh, Et ouais. et on est sur des guerres internes aussi dans les pays européens qui envoient des combattants. Bah, quand ceux-ci sont nobles et qu'ils ont des propriétés, bah, des fois, un seul décès ou un seul départ peut changer une lignée. Euh, Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, dans le Moyen-Âge, cette interconnexion entre généalogie et histoire. C'est vraiment. Et c'est pas que pour le Moyen-Âge, hein, t'en avais parlé une fois aussi, que finalement, jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est presque des conflits familiaux, en fait, à chaque fois. Où les mecs. Enfin, c'est sûr que sur l'Ancien Régime, tous les conflits sont personnels et d'ailleurs c'est très d'ailleurs c'est personnel et c'est très mouvant parce que Thibaut IV qui est donc qui réussit à vaincre la deuxième guerre de succession de Champagne et devient roi de Navarre. En fait, pareil, c'est un joueur politique. J'ai regardé un peu sa biographie rapidement. C'est quelqu'un qui d'abord a été en opposition avec le roi de France, puis qui finit par se ranger de son côté, ce qui est pour ça d'ailleurs que les barons français ne l'aiment pas et qu'ils essayent de faire venir et ouais. Alice pour le remplacer comme comte de Champagne. Puis il devient roi de Navarre, et un coup il s'allie avec la papauté, un coup il est contre. Euh, les alliances, elles sont très fluctuantes. Et c'est pas parce que. D'ailleurs, c'est là aussi où tu vois que la mentalité est très particulière, parce que tu peux entre guillemets, te détester et le lendemain être les meilleurs amis du monde. Euh, le, Ouais. quand on dit que c'est personnel, souvent les gens, quand on dit que l'histoire elle est très personnelle, se disent ah ben ça veut dire que tu te fais un ennemi, tu te fais un ennemi pour la vie. Pas du tout. Les seigneurs au Moyen Âge, ils ont une loyauté qui est Tu entends. relative, et ce à tous les échelons. C'est d'ailleurs ce qui fait certains personnages comme Guillaume le Maréchal, qui pour le coup va être un individu qui va s'avérer particulièrement loyal.
euh, envers sa parole, ça en fait des exceptions en fait. Ouais. La majorité des seigneurs et chevaliers, un coup je soutiens Alice parce que Thibaut il nous a trahis, et puis le lendemain le roi de France il nous a maté, donc bon démerde-toi meuf hein. Et malgré tout ça, elle réussit quand même à obtenir une compensation financière. Et ouais, et c'est ça qui est fort. Et pas une petite du coup. Donc pareil, l'idée de on s'étripe dans tous les sens, complètement faux. Au contraire, la noblesse euh, médiévale refuse de s'étriper. Ouais. Les combats se font autant sur le champ d'honneur, sur le champ de bataille, que dans les tribunaux. Si un jour vous en avez l'occasion, auditeurs, auditrices, à aller regarder dans les archives départementales ou les archives régionales, les sections judiciaires, c'est parmi le plus gros amas de sources qu'on ait en fait. Parce que les gens se traînent au tribunal depuis très longtemps. C'est pas moderne le fait de traîner son voisin au tribunal parce qu'il a mis la borne du grillage de votre côté du terrain. C'est juste que les mecs ils faisaient ça à des échelles de villages entiers ou de comtés entiers. Et ouais. Mais d'ailleurs, à propos de comté, j'ai une question pour toi, tu sauras peut-être y répondre. C'est un truc qui me frappe. Je pense que j'ai dû le savoir avant, mais je ne le sais plus maintenant. Euh, Moi, dans ma tête actuelle, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une espèce de hiérarchie entre seigneurs. Tu vois, ça fait vraiment baron, comte, duc, etc. Mais au final, au Moyen-Âge, tu te retrouves avec plein de comtés qui ont l'air d'être plus puissants que des duchés au final. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as telle ou telle appellation dans ton domaine seigneurial, quoi, tu vois? Pourquoi est-ce que le comte de Toulouse ne devient pas le duc de Toulouse avec sa puissance économique et militaire? Pourquoi le comté de Champagne n'est pas un duché, vu tout le fric qui se font avec les foires, etc. En fait, quand tu dis il y a une hiérarchie, il y a du vrai, il y a du faux. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie symbolique. Ouais. Et les noms des ducs, des comtes, etc., ça ne vient pas des mêmes origines. Ok. Parce que pour moi, Déjà, duc, on parle ça vient de systématiquement duché, non? C'est pas ça de Dux Bellorum, même. Ouais, de C'est duc. ça. Alors, en fait, le truc, c'est que déjà, c'est tous des seigneurs. Ouais. Il y a une distinction très claire entre nobles et non nobles, et au sein des nobles, entre seigneurs, c'est-à-dire qu'ils possèdent des terres ou pas. Ensuite, il y a différentes puissances en fonction du nombre de domaines que tu possèdes. Un chevalier fiefé qui possède un village, il n'a pas la même puissance que quelqu'un un seigneur qui va posséder justement Reims, Troyes, Ouais, bien Alençon, sûr. Ouais. pas les mêmes influences. Dans les noms, le comte et le vicomte à la base, c'est des termes qui sont carolingiens de mémoire, qui sont Ok. le comès et le vice-comès, c'est-à-dire littéralement le vicomte, Le c'est second, quoi. le second du comte. Ouais. Souvent parce que les comtés, les comès, qui sont des entités administratives, sont découpés en plusieurs morceaux, et du coup il y a des vicomtes qui servent à alléger la tâche du comte. Ok. Donc à l'origine, le terme de comte est un terme administratif. C'est comme si on disait c'est un préfet. Ok. Ouais. Le duc, c'est un titre honorifique qui qualifie un prince. Ok. Les duchés, les grands duchés à la base, ils sont issus de territoires qui sont reconnus comme plus importants, comme étant des grandes entités. Duché d'Aquitaine, qui a été un royaume à un Oui, moment c'est ça. donné, En fait, le c'est duché de c'est Bourgogne, d'anciens qui a été un royaumes, en royaume. fait. Ouais. C'est pas forcément d'anciens royaumes, Ouais. attention. Il y a des ducs qui sont pas du tout, c'est juste des titres de courtoisie, Ok. ou des territoires qui sont tout petits. Mais ça qualifie quelqu'un qui possède un territoire auquel est attaché un prestige, en fait. Ouais. Le terme de duc, c'est plus un terme de prestige qu'un terme administratif, à l'inverse du comte. Ok. Et que tu as des comtes qui vont amasser énormément de pouvoir, comme le comte de Toulouse, effectivement, et être bien plus puissants que des ducs. Tu as des ducs qui vont être tout petits. Tu as des duchés qui sont, alors surtout dans les périodes tardives, 19e, alors là, tu as des ducs de complaisance, Oui, ouais.
l'effet de complaisance, c'est microscopique. Il me semble qu'Uzès est inducé, hein, donc voilà. Ah oui. Voilà, on est vraiment sur du titre de courtoisie. Donc les deux sont pas vraiment dans les mêmes termes. Et du coup, les quelques contes qui restent à la fin du Moyen-Âge, ils gardent le titre de conte parce qu'ils ont une histoire qui va avec. Oui. Mais finalement, quand tu regardes justement la période moderne, quand on crée des titres pour donner des titres honorifiques à des gens, on les crée très rarement conte de quelque chose. Ouais. La plupart du temps, on les crée duc. Duc, ouais. Baron. Marquis. C'est rare de créer des comptes. Ou marquis. Parce que compte, c'est plus un truc administratif. Baron, c'est le fait de posséder un château, c'est le fait de posséder une seigneurie qui soit suffisamment puissante pour que c'est toi-même tes chevaliers, en fait. Ok. Donc, il y a une hiérarchie. C'est juste que c'est une hiérarchie qui est pas, au Moyen-Âge, qui est pas... ordonnée, quoi, en fait, réellement. Pas ordonnée, ouais, voilà. C'est-à-dire que réellement, tout en haut, t'as le roi, et en dessous, t'as ses seigneurs. Et techniquement, tous sont vassaux du roi. Ouais. C'est juste qu'il y en a qui sont les vassaux des vassaux des vassaux. Et en fonction des histoires des uns et des autres, ça change, histoires, quoi. Ça va être plutôt des comtes, plutôt des ducs. Mais par exemple, est-ce que tu peux avoir un... Parce que moi, j'ai pas du tout en tête, par exemple, l'idée d'un duc qui soit afféodé à un comte, par exemple, tu vois. Ça, d'un point de vue théorique, c'est pas possible. Pas, parce que ce serait pour un duc. Ce serait la honte, quoi. Ouais. C'est faisable, hein, mais ça n'est pas particulièrement envisageable. Ça arrive quand tu as, comme le cas de la France et de l'Angleterre, tu as des titres qui se chevauchent. Ouais. Techniquement, le roi d'Angleterre, il est vassal du roi de France. Oui, parce que il est duc de Normandie, d'Aquitaine. Ouais. Ok. Mais du coup, il est vassal. Et c'est ce qui crée d'ailleurs un gros problème entre la couronne de France et la couronne d'Angleterre. C'est un roi qui est symboliquement en partie inférieur à l'autre. Ouais. Alors qu'ils sont tous les deux rois. De la même manière que le titre de roi, d'ailleurs, n'est pas toujours très... Le titre de roi, c'est pas un titre de pouvoir... ça reste symbolique aussi, en fait, ouais. Le royaume de Navarre... Voilà, Thibaut IV, quand il passe de comte de Champagne à roi de Navarre, il double son pouvoir, mais il le quintuple pas. Ouais. Tu vois, ouais, non, bien sûr. Regarde la taille du royaume de Navarre, c'est tout petit. Mais c'est marrant parce que ça me choque moins pour un roi d'être afféodé à un autre roi que, par exemple, un duc être vassal d'un comte, tu vois, par exemple. Je pense que c'est notre cerveau est peut-être fracturé par ce côté très pyramidal de il faut que t'aies tac, mais le côté pyramidal existe, c'est juste qu'il est... Et en fait, c'est pas les ducs sont pas forcément au-dessus des comtes. Ouais. C'est juste que en termes de prestige, il y en a un qui est plus prestigieux que l'autre. Mieux. Ouais. Mais dans tous les cas, ce qui compte au final, c'est la thune et l'armée, quoi, de la puissance, exactement. quoi. Ouais. Et puis, j'ai envie de te dire, justement, un comte comme le comte de Toulouse qui réussit à être aussi puissant que le roi de France, quasiment, ça lui permet de dire je suis qu'un comte, côté roi, et on joue à jeu égal. Ouais, effectivement, ouais. Donc c'est même en termes de prestige, à partir du moment où tu es suffisamment puissant pour en arriver là, bon. Ouais, c'est qu'au final. Ça reste particulièrement peu probant, enfin par rapport à la différence qu'il y a pour le coup avec les barons qui sont de simples seigneurs de tour. Ouais. Des châteaux, voilà. Ou par rapport à des chevaliers fiefés ou à des individus qui sont juste capitaines ou nobles de cour. Bon voilà, c'est pas le même. Là tout de suite, il y a un écart. Bien sûr, ouais. Ok. Bah merci beaucoup d'avoir répondu à ma question, Franck. Pas de rien. Je suis désolé. T'inquiète, non, mais c'est hyper intéressant. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cet épisode. Voilà, j'ai un truc sur les foires de champagne que j'ai pris essentiellement sur Wikipédia, en fait, en vrai, hein, bien évidemment. Wikipédia est une source incroyable de... Comment dire ça ?
de tunnel. C'est un très bon. Mais Wikipédia est un très bonne encyclopédie de base. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Franchement, Ouais, et puis c'est comme tu peux toujours, t'as toujours envie d'aller voir plus loin de ce qu'il y a, etc. C'est toujours un peu C'est-à-dire chouette. que la quantité de sujets est absolument phénoménale comparée à une encyclopédie classique. Bah c'est clair, Donc, c'est clair. Bah, ce qu'on peut faire, c'est que sur la Champagne, je peux commencer comme ça. Moi, je reste un peu un contexte économique plus ou moins de la Champagne, et puis après, on peut parler un peu du conflit si ça vous convient. On peut faire un truc comme ça. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, bien évidemment. Ok. Bam, bim, boum, bim, pouette.